5 octobre 2020, bonsoir à tous, voici les titres. Présidentielle de 2021, la SENA échange avec les acteurs de la société civile. Éducation au Bénin, la ministre de l'Enseignement supérieur fait le point des travaux en matière d'orientation des nouveaux bacheliers. Les points sont à suivre. Après 2 semaines de travaux d'orientation des nouveaux bacheliers, le ministère de l'Enseignement supérieur fait le point et en la matière, la ministre Éléonore Ladécan, au détour d'un point de presse, a dévoilé les travaux effectués dans les universités, qu'elles soient publiques ou privées, pour faciliter le choix de filière aux étudiants. Suivez le reportage ci-après pour plus de détails. Il n'est pas possible qu'un homme ne soit pas capable d'être performant, d'être excellent dans ce qu'il fait. Et il faut le faire et le penser depuis très longtemps. C'est dans cette optique que le gouvernement a pris à bras le corps la question d'orientation des nouveaux bacheliers. Ainsi, depuis 2 ans, des réformes et des séances d'orientation sont initiées à l'endroit des nouveaux titulaires du premier diplôme universitaire. Pour le compte de cette année, les campus et universités privées ont accueilli pendant 2 semaines les nouveaux bacheliers. La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique se réjouit de la tenue de cet événement majeur. Ça fait 2 semaines d'orientation où ils sont allés s'informer dans les différentes entités de nos universités, voir qu'est-ce qui se déroule comme formation, quelles sont les réalités dans ces entités, s'ils ont la possibilité de visiter les salles de classes de cours, qu'ils sachent un peu comment ça se présente, quel est leur environnement de travail. La conclusion que nous avons eue avec les recteurs est quand même assez satisfaisante. C'est vrai que de façon globale, on peut encore dire qu'on n'a pas atteint tout le nombre que nous souhaitons avoir. S'ils sont près de 47 000 et que nous en sommes à quelques milliers, c'est que beaucoup sont encore dans leur maison. Les participants à cette première phase pourront confirmer ou infirmer leur choix, et ce, grâce à une nouvelle plateforme qui sera lancée dans les tout prochains jours. Après cette phase, nous aborderons évidemment la phase maintenant de sélection. Et pour la phase de sélection, on va d'abord leur permettre aux étudiants qui ont pris part à cette phase d'orientation de pouvoir confirmer ou modifier leur choix. Dès la semaine prochaine, nous lancerons donc cette plateforme et une fois lancée, évidemment, la main leur sera donnée. Après le choix définitif des filières et écoles, les futurs étudiants seront fixés sur leur sort. Les boursiers et demi-boursiers seront connus. À l'université de Parakou, ils étaient tellement, pressés de commencer la rentrée que les premiers, même les nouveaux venus, sont déjà allés s'installer dans les salles, croyant que c'est comme ça qu'on vient, on s'installe dans les classes et on commence par faire les cours. Je dis à mes futurs étudiants, et qui sont déjà très pressés. C'est une très bonne chose d'avoir cette chaleur, cette énergie, mais il faut bien l'entretenir et conserver cela pour aller faire des choses utiles. Une semaine après, ça va être maintenant la phase de sélection des boursiers, des demi-boursiers et finalement ceux qui auront à leur charge le paiement total des frais de leur scolarité. Je l'annonçais en titre, la SENA, entendée Commission nationale électorale autonome, était en tête-à-tête avec les acteurs de la société civile. Leurs échanges se sont basés sur les questions liées à la présidentielle de 2021. Le parrainage et le financement des partis politiques sont principalement les points abordés. Compte rendu de la séance. La Commission électorale nationale autonome Sénat multiplie les rencontres pour une présidentielle apaisée. Après celle des partis politiques, c'est le tour des acteurs de la société civile d'être informés des mesures prises pour une élection pacifique. Les rencontres ont eu les mêmes objectifs, parrainage et financement des partis politiques. Le parrainage, selon la Sénat, est un acte républicain qui n'est pas un soutien politique. Il ne s'agit pas d'un choix et encore moins d'un premier vote en faveur de l'un ou l'autre des candidats. Les formulaires nominatifs de parrainage vont être remplis de la façon suivante. L'élu va le faire à l'aide d'un stylo à billes de couleur bleue et en lettres majuscules. L'élu concerné va signer en posant son empreinte digitale du pouce gauche dans chacune des cases prévues à cet effet.
Et l'élu, dès qu'il aura fini ça, va remettre le formulaire signé au duo qu'il parraine. Puisque c'est un élément du dossier de candidature selon la loi, l'article 141 du Code électoral. On n'a pas de raison de dire telle personne a parrainé telle personne. C'est divulguer une partie des dossiers de candidature, ce qui n'est pas prescrit par la loi. La séance d'échange s'est beaucoup plus focalisée sur la répartition du financement de l'État aux partis politiques. En application des dispositions de l'article 2 du décret 2020-362 du 22 juillet 2020, portant le financement des partis politiques, le montant alloué autour de l'année 2020 est réparti aux bénéficiaires à raison de 40% au prorata du nombre de députés à l'Assemblée nationale et 60% au prorata du nombre des élus communaux. Les variables, les résultats sur lesquels nous appuyons pour faire le travail sont ceux des dernières élections législatives et communales, législatives 2019 et communales de 2020. Les fonds mis à disposition de la Sénat sont de 1,5 milliard de francs. On obtient 200 millions de francs CFA pour l'ensemble des partis qui ont des élus communaux et 40% pour les partis qui ont des élus nationaux des députés. Donc, on est obligé de tenir compte de ce que dit la loi. En revanche, nous ferons l'obligation de faire un plaidoyer pour montrer que les autres partis politiques ont aussi besoin de l'assistance de l'État. Les dispositions prises par l'organe chargé des élections pour une répartition modérée du financement, les modalités et les critères de répartition, les apports et observations des uns et des autres ont fait le débat de ce jour. Je comprends bien les risques de corruption. Il se pourrait qu'il y ait des marchandages. Mais la Sénat ne peut pas non plus aller dans le cœur d'un membre du duo et de celui qui veut le parrainer pour savoir quelles sont les tractations qui ont été menées. Chaque duo doit avoir 10% de parrainage, donc on sait qu'il n'est pas possible d'avoir des duplications. S'il y a des risques de corruption, nous allons le constater après, par l'intermédiaire peut-être de la société civile, ceux-là qui sont au contact des populations. La Sénat entend continuer ses rencontres d'explication. Prochainement, ce sera le tour des honorables députés. La séance se tiendra à Porto-Novo. Et pour finir, le samedi 3 octobre dernier, le ministre Alain Orunla était invité de l'émission L'actualité nationale au pays fin sur l'ORTB. Il a abordé plusieurs sujets, dont la mauvaise interprétation de l'interview du chef de l'État par les anciens présidents de la République. L'élément ci-après vient résumer l'intervention du ministre de la Poste et de la Communication, Alain Orunla. Sans langue de bois, le porte-parole du gouvernement, Alain Orunla, passe au pays fin l'actualité nationale. Face aux réactions suscitées par les anciens chefs d'État, Boni Yayi et Nicéphore Soglo, le ministre démontre que les propos tenus par le président de la République, Patrice Talon, ne sont ni menaces. Il s'agit plutôt d'une invite lancée aux anciens présidents à plus de retenue pour reprendre leur modèle et la culture de la sagesse. Le petit frère qui a un très grand respect des années, mais de l'institution, invite humblement, et c'est ce que le président Patrice Talon a fait, ses prédécesseurs à un peu plus de modération. Il ne s'est agi d'aucune manière d'invective, comme d'autres en ont l'habitude. Il ne s'est agi d'aucune manière de menace, puisque je n'ai pas entendu le président Patrice Talon une seule fois dire qu'il fera venir les siens. L'autre sujet abordé est lié au parrainage. À ce titre, il précise que chaque élu reste libre de parrainer qui il veut, suivant l'esprit de la loi, et donc l'élection présidentielle reste ouverte. La candidature est toujours probable, et là nous sortons des probabilités, puisque le président de la République nous a confessé qu'il a pris sa décision. Il a pris la décision de se présenter ou de ne pas se présenter. Ça reste dans le possible. Toujours est-il que le président de la République, dont nous connaissons la sobriété et la priorité qu'il accorde à son peuple, décide de réserver la primeur au peuple béninois. La probable candidature ou non du chef de l'État Patrice Talon n'a pas été occultée. Sur le sujet, il explique que les réalisations enregistrées au cours des 4 années de gestion en disent long. Paraphrasant les thèmes utilisés par le président de la République au cours de son interview accordée au magazine Jeune Afrique, il trouve nécessaire que le Bénin saisisse de l'opportunité d'un second mandat. Le gouvernement n'a pas les moyens d'enjoindre à un maire,
à un député qui sont des élus de parrainer tel ou tel autre candidat. Le gouvernement reste en dehors de cet aspect de la volonté d'un élu ou pas de parrainer. La Sénat est dans son rôle lorsqu'elle encadre les modalités de ce parrainage. On a parlé de formulaire, d'anonymat, autant de choses qui garantissent la sincérité, le secret, comme par exemple le bulletin. Je veux dire, on vole, il y a le secret qui entoure le vote. Tout ça pour mettre les électeurs à l'abri de toute pression. De la même manière, les parrains potentiels sont mis à l'abri de toute pression. Et si pression il doit y avoir ici, ça ne peut être que l'œuvre des partis politiques. Le gouvernement est en dehors. Le combat aujourd'hui, c'est de savoir si c'est le parti qui va orienter le parrainage ou si c'est la responsabilité individuelle de chaque parrain potentiel. Et je crois que le débat se poursuivra. Le gouvernement est en dehors et n'a aucun moyen d'influencer le choix des parrains potentiels. La volonté du président de la République, c'est bien sûr le renforcement et l'efficacité des partis politique. Sur le chapitre de l'éducation, l'augmentation de la masse horaire à 30 heures de cours par semaine par le gouvernement est une réponse efficace au regard des difficultés énumérées au sein de ce secteur. Il expose le diagnostic posé par l'exécutif ayant conduit à cette résolution. À défaut de pouvoir augmenter le nombre d'aspirants recrutés déjà dans des conditions difficiles, comme je vous dis, pour ne pas baisser le niveau puisque nous voulons un enseignement de qualité, le gouvernement a dû choisir d'augmenter leur masse horaire. Cet effort de solidarité nationale que l'on demande aux enseignants pour nos enfants s'accompagne de compensations pécuniaires. D'autres sujets ont été abordés au cours de l'entretien par le porte-parole du gouvernement et les journalistes. Sur ces images, nous mettons fin à ce bulletin. Merci de l'avoir suivi. Restez fidèles au programme de Océan Online.